Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Notre invité est journaliste, titulaire d'un DESS obtenu à l'École supérieure de journalisme de Paris. Il a officié pendant de nombreuses années au sein du groupe La Nouvelle Expression où il fut rédacteur en chef puis éditorialiste. Intellectuel, Valentin Zinga l'est. Il est titulaire d'un master en sémiotique qu'il a obtenu à l'université de Yaoundé 1, mais surtout chercheur à la Fondation Paul Anguilla. Après un passage dans la communication institutionnelle à Orange Cameroun, il a retrouvé depuis quelques jours ses anciens amours en créant un journal intitulé Ligne d'horizon. Avec lui, nous parlerons des défis de la presse camerounaise à l'ère de la révolution numérique et de la situation politique au Cameroun. Merci de regarder Naya TV, merci de regarder Autant le dire. Valentin Zinga, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de retour à la maison, on pourrait le dire ainsi, et vous êtes parti d'Orange Cameroun, vous avez fait un passage là-bas dans la communication institutionnelle. Est-ce qu'en exclusivité pour Naya TV, on peut avoir aujourd'hui les raisons profondes de votre départ d'Orange Cameroun? Alors d'abord, je vous remercie d'avoir pensé à moi, d'avoir été très attentif à cette trajectoire tout en modestie, même si elle est fort ambitieuse. Alors, est-ce que je peux vous dire en exclusivité, je pense l'avoir dit entre les lignes, et vous me connaissez très bien, vous savez que je n'ai pas le verbe particulièrement débridé, surtout dans des situations qui pourraient être considérées comme des situations d'injustice et de déséquilibre, parce que je vous parlerai, mais vous n'auriez pas en face les autres. Non, très clairement, je suis parti pour des raisons, à partir d'un certain nombre de dérives managériales qui m'ont conforté dans l'idée qu'au fond, il y avait un retour au sein de cette entreprise d'un modèle ou d'un logiciel de management extrêmement porté vers des pratiques quasiment coloniales. Donc oui, je me suis dit que ce n'était plus du tout ce qu'il me fallait continuer de subir. J'avais passé déjà 5 années, un peu moins de 5 années, avec une formidable manager, Madame Elisabeth Médou, que je salue au passage, avec sa DRH, Madame Evelyne Engele, avec qui j'avais entretenu un très bon commerce professionnel, et je pense que l'histoire dira un jour jusqu'où nous sommes allés pour essayer de porter haut le flambeau et la flamboyance de cette entreprise. Alors, au moment où les gens quittent de plus en plus la profession pour toutes sortes de raisons, vous effectuez le chemin inverse. Alors, comment peut-on comprendre quelles sont les motivations de Valentin Zinga au moment où il revient à la maison, pour ainsi dire? Alors, plusieurs motivations. Il y en a une qui relève d'une passion, qui est la mienne. C'est une passion pour le journalisme. Très beau métier. On dit de lui d'ailleurs qu'il est le plus beau métier du monde. Oui, c'est très bien. Mais cette passion est soutenue aussi par les pratiques courantes aujourd'hui, prégnantes même, qui sont des pratiques attentatoires aux canons, aux valeurs cardinales qui gouvernent le traitement de l'information chez nous. Donc oui, je me suis dit pourquoi continuer d'être critique dans l'ombre alors que nous pouvions être porteurs d'une alternative, si ce n'est d'un alter-journalisme, si on est un peu prétentieux. Donc l'idée c'était de revenir à mes premières amours, vous l'avez dit tout à l'heure, revenir avec un projet qui soit un projet totalement alternatif, qui soit un petit peu en repoussoir des pratiques actuelles. Je l'ai décliné, vous étiez là lors de l'apparition de la première édition. Oui, nous portons un projet qui est assis sur un triptyque, d'écrire, dévoiler et déchiffrer. D'écrire, c'est ce que nous faisons chaque jour à travers le reportage et l'enquête, bref, tout ce qui est genre d'information. Dévoiler, c'est essentiellement mettre l'accent sur l'investigation, essayer d'échapper à la tyrannie de ce qu'on considère comme le spectacle, parce qu'au bout du compte, combien de journalistes vraiment visitent les coulisses du spectacle? Je n'en connais pas beaucoup. Nous sommes dans une civilisation de l'urgence, une nouvelle en chasse une autre, où on n'a pas le temps du recul, de la profondeur, de la projection. Il me semble qu'il est important que notre scène bénéficie de cette autre alternative, de cette autre offre informationnelle. Enfin, déchiffrer, c'est-à-dire, au fond, publier, essayer de structurer des clés, des grilles de lecture qui apportent du sens. L'enchaînement des événements, des nouvelles qui s'entrechoquent, qui s'entrecoupent, etc., ne fait pas particulièrement sens. Mais il m'a semblé qu'il y avait là un besoin et un défi à relever.
Alors, vous avez donc vous avez présenté au public le 17 septembre 2020 à la Librairie des Peuples Noirs votre journal Ligne d'Horizon. Alors, ce ne sont pas les journaux qui manquent au Cameroun, Valentin Zinga. Il y a une ribambelle de publications qui fleurissent au Cameroun aujourd'hui. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'existant? Je viens de le dire d'une certaine manière. Oui. Je viens de dire qu'il faut redonner à notre métier ses lettres de noblesse. Je ne dis pas que les supports existants n'y parviennent pas. Je dis qu'il faut, à cette course à la vitesse dans ce qui peut être considéré comme la tyrannie de l'urgence, il faut marquer un recul pour reconsidérer les événements, les mettre en contexte et les mettre en perspective. Et je pense que ça fait défaut. Maintenant, si on veut être un peu plus exigeant, au 31 octobre 2019, des sources officielles faisaient état de l'existence de quelques 600 publications, quelques 600 journaux, un peu plus de 600 au Cameroun. Oui. Pardonnez-moi, mais croyez-vous que le Cameroun a besoin de 600 journaux pour faire sens? Croyez-vous que ces journaux sont porteurs de pertinence? Croyez-vous que ces journaux parviennent à échapper à ce que j'appelle la tyrannie de l'urgence? J'en doute. Ça, c'est d'un. Mais de deux, au fond, est-ce que le stock de 600 journaux, de plus de 600 journaux, est témoin ou emblématique d'une pluralité de regards, d'un certain pluralisme dans le traitement de l'information? Là encore, permettez-moi d'en douter. Il suffit de regarder des supports que j'aurais du mal à qualifier de journaux, que je considère comme des objets médiatiques non identifiés, ou des objets médiatiques difficilement identifiables, qui peuplent cette faune médiatique chez nous, qui sont des journaux à la solde de ceux qui sont des lutteurs politiques professionnels, qui sont des journaux à la solde de toutes sortes de lobbies. Je dis que le danger auquel nous sommes confrontés, c'est que nous ne parvenions pas à nous détacher de ce qui peut être une illusion d'optique, adossée sur une perspective essentiellement quantitativiste, alors que nous avons besoin de qualité. Alors, l'existence de cette Yellow Press, si on peut l'appeler ainsi, ne traduit-elle pas la volonté ou alors un besoin de la part du public? Si le public s'en détachait, ces journaux n'existeraient plus, non? C'est une perspective, mais elle gagnerait à être affinée. Mais qui sont les acteurs qui ont besoin de cette presse? Ce sont des acteurs qui ont besoin de la manipuler. Oui. Ce sont des acteurs qui ont besoin de parier et de capitaliser sur leur délinquance déontologique pour exister. Ce sont des acteurs de tout profil qui ont besoin de porter au nu, éventuellement sans en laisser rien filtrer, eh bien, des batailles qui sont des batailles de type politique, qui sont des batailles de type économique. À partir de ce moment-là, à quoi avons-nous affaire? Nous avons affaire à des supports qui sont des supports médiatiques, certes, mais qui sont des supports au service et à la solde d'un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de citoyens, etc., etc. Je considère que le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun mérite une presse qui soit une presse crédible, sans donner l'impression que nous serions sortis de je ne sais pas quelle planète où il n'y aurait pas ces jeux d'intérêt. Mais je considère que les Camerounais, et sans doute aussi d'autres peuples à travers le monde, ont besoin de cette information, de cette nouvelle qui dérange, de cette nouvelle qui s'affranchisse des techniques de construction des discours d'une manière ou d'une autre et qui sont en réalité des discours portés par les médias ou des prêts à penser ou des prêts à diffuser, etc. etc. Je considère qu'il y a lieu de prendre acte de l'existence de ce type de support, mais je considère qu'il y a lieu aussi de formuler de nouveaux défis et de se dire on ne peut pas se croiser les bras en donnant l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour ce qui est de cette presse-là. C'est une presse à caniveau, diraient certains. C'est une presse à gage. On peut s'en rendre compte au jour le jour. C'est une presse Kleenex. Là aussi, on peut en faire le constat. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous retorquer, Valentin Zinga, que la presse est un peu à l'image du pays? Ce serait excessif de le dire ou alors faux, tout simplement? Je viens de le suggérer implicitement. Si les acteurs politiques, prenons-les, étaient des acteurs sérieux, préoccupés par le bien-être des populations, préoccupés par ce qui fait le charme de la politique ailleurs, c'est-à-dire travailler au bien-être de la majorité ou de la collectivité, de la communauté, peut-être n'aurions-nous pas ce type de presse, parce qu'alors ces acteurs n'auraient pas besoin, d'une manière ou d'une autre, d'utiliser des techniques de camouflage qui consistent à ne pas rendre compte de ce pourquoi ils auraient reçu mandat, mandat dérivé si on veut, si on est membre du gouvernement, mais à véritablement faire le travail. Mais à quoi assistons-nous? Nous assistons tous les jours à cette bataille.
pendant longtemps, elle semblait feutrée. Aujourd'hui, les gens ne se battent même plus à fleuret moucheté. Non. Tout est violent. Oui. Et il suffit de vous asseoir chaque jour, de regarder ce qui tient lieu. Là encore, une dérive, une revue de presse au Cameroun, et vous allez en avoir pour votre compte. Il faut pouvoir se dire, quitte à être marginal, quitte à ramer à contre-courant, il n'est pas normal d'accepter de subir la tyrannie de cette insignifiance. Alors comment donc essayer de donner une autre image à la presse camerounaise avec le même personnel politique? Alors, c'est d'abord lui échapper à son emprise. Oui. C'est le premier pari. Oui. Je vous racontais un petit peu avant cette émission que pendant que j'échangeais avec quelques personnalités de ce pays sur ce projet, la préoccupation permanente, transversale, constante, qui traversait les esprits et qu'on pouvait déceler dans nos conversations, c'était celle de pourquoi vous ne seriez pas à la solde de X ou de Y. Oui. Il faut refuser ça, Jean Prénaud. Si nous voulons être sérieux, nous devons apprendre cette indépendance-là. Elle est faite à la fois d'ascétisme, si vous voulez, mais elle doit pouvoir guider nos pas. Il faut résister à l'assaut de ce type de puissance de l'ombre qui prétendent régenter le pays et en même temps régenter l'information. Oui. Alors on vous sent très remonté contre la presse camerounaise Valentin Zinga et cela se traduit par l'éditorial que vous avez commis dans le tout premier numéro de votre journal Ligne d'Horizon consacré à la figure de Ruben Oumniobé. Je voudrais citer quelques extraits de votre éditorial. Alors vous parlez de la presse et vous dites un journalisme de connivence, vous l'avez dit tout à l'heure, un journalisme alimentaire, un journalisme dévoyé par la dictature des réseaux. Alors, on a le sentiment que vous arrivez comme une espèce de Zorro qui va essayer de redresser les torts de la presse camerounaise. Est-ce que vous assumez cette posture qui pourrait paraître aux yeux de certains prétentieuse? Alors, oui, si on veut et si on s'arrête au premier degré, oui. Il est clair que les phrases, les fragments de l'éditorial que vous citez traduisent à merveille et de manière fort significative. Une colère saine. Ah, oui, non, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris ça. Oui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous portons une ambition. Nous portons une ambition et nous ne pouvons pas la mettre sous le boisseau. Nous devons afficher cette ambition. Nous devons ne pas donner l'impression que nous venons redresser des torts, oui. mais simplement attirer l'attention sur le fait que nous venons, non pas comme un journal de tout, mais comme un autre journal. Oui. Alors, vous arrivez sur le marché, je n'aime pas beaucoup cette expression, mais disons-le comme ça, sur le marché de la presse camerounaise au moment où celle-ci se porte pas assez bien pour dire le moins. Les méventes sont extraordinaires. Internet et les réseaux sociaux imposent une autre manière de faire du journalisme. Est-ce que vous avez pris en compte ces données-là pour mieux vous lancer et peut-être vous insérer de manière beaucoup plus efficace? Ce que je vais dire va vraisemblablement vous étonner, oui. mais très probablement aussi remuer des souvenirs qui ne sont pas des souvenirs qu'on aimerait remettre à la surface ici. Est-ce que vous vous souvenez que dans ce pays, oui. des gens bien formés, j'imagine bien payés, au service d'un médium de grande audience, ont réussi à annoncer ici un faux gouvernement français? Oui. Est-ce que vous vous souvenez que ces informations, par la suite, entre guillemets informations, venaient d'une exploitation ou des captures d'écran et venaient du numérique? Très bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie très clairement que ce n'est pas le support, ce n'est pas le caractère numérique, ce n'est pas le pari sur le numérique qui va faire l'information. C'est la qualité de cette information. Vérifier, recouper. Et pour reprendre un auteur que nous aimons, vous et moi, oui. Edwy Plenel, oui. c'est quoi l'essence de notre métier? Il dit ce sont des faits, de petits faits, vrais et vérifiés. Et je vous dis, fin de citation, dans tout ce que je viens de dire là, c'est ce à quoi nous devons nous essayer. Ça, c'est le premier niveau. Donc, ça n'est pas le support, ça n'est pas le canal qui va faire qu'on ait un journalisme de qualité. Ce qui va faire qu'on ait un journalisme de qualité, c'est sans doute déjà le respect des fondamentaux, c'est l'affranchissement de tous les réseaux auxquels vous faisiez allusion tout oui. à l'heure, réseaux de prédation, d'une part, réseaux politiques aussi, réseaux sociaux aussi, parce que finalement, que sont les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est des places de nivellement. Des sites de l'insignifiance, de production et de reproduction de nouvelles. Oui. Qui nivellement parfois, par le haut, par le bas? Ah, par le bas, naturellement. Sinon, j'aurais dit autre chose. Oui. Donc, oui, il faut faire ça. Maintenant, si vous regardez bien notre projet, il repose sur 4 supports. Oui.
qui sont tous complémentaires et de périodicité différentes. Dans les temps qui viennent, nous allons lancer un site internet qui va donc adresser une actualité au fil de l'eau, de manière quotidienne. Nous espérons utiliser les ressources et les canons du journalisme d'agence pour y parvenir. Donc oui, nous allons adresser ces questions-là. Dans les temps qui viennent également, nous allons publier une feuille confidentielle qui sera de périodicité mensuelle et qui sera essentiellement numérique. Enfin, quatrième pilier, une fois l'an, nous allons essayer de rassembler, produire des biographies documentées et informées de ce que nous considérons comme des détenteurs d'enjeux, qui sont peut-être aussi des détenteurs de pouvoir, et ce sera dans le cadre d'un projet qu'on appelle Ligne d'horizon document. Donc si vous voyez, le magazine a été un prétexte pour nous signaler sur la scène, mais l'aventure éditoriale que nous avons inaugurée le 17 septembre est une aventure au long cours. Nous espérons que nous y parvenons. C'est très ambitieux tout ça, Valentin Zinga. Est-ce que vous avez les moyens de cette ambition? Quand je parle de moyens, ils sont financiers, bien évidemment. On n'y peut rien. Alors, bien entendu, on n'arrive pas sur une scène comme celle-là si on n'a pas fait, entre guillemets, de business model, si on n'a pas benchmarké, etc., etc. Nous pensons que le discours que je viens de vous tenir, en résumé, peut avoir eu des oreilles attentives, si ce n'est attentionné. Et je pense que ces oreilles-là sont prêtes à accompagner ce projet dans la stricte indépendance qui doit pouvoir caractériser nos contenus. C'est pour ça que nous nous sommes lancés. Je dois vous dire, Jean-Bruno, contrairement à ce que les gens pensent, tout le monde n'est pas dans la civilisation de l'urgence. Il faut opposer à la tyrannie de l'urgence l'impératif de la pertinence. Si vous ne faites pas les deux, alors en ce moment-là, vous allez ronronner. Nous sommes dans un pays où des gens peinent à publier des journaux, mais qui sont capables de vous faire, avec n'importe quel infographe du quartier, une d'un journal totalement imaginaire et en faire des pièces de chantage. Il faut dire non à ça, Jean-Bruno. C'est de l'imposture. Et cette imposture-là, nous ne pouvons pas la laisser. Nous savons combien il nous sera difficile d'avancer, mais nous savons aussi que les meilleurs atouts, c'est lesquels? C'est notre passion, bien entendu. C'est cette indépendance que nous voulons absolument importante. Et c'est aussi les bonnes volontés que nous avons pu identifier et qui seraient prêtes à accompagner ce projet. Alors, Edwy Plenel, que vous et moi connaissons très bien, cofondateur de Mediapart, un journal qui est rigoureusement indépendant. Mediapart a pour slogan « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Est-ce qu'un tel slogan est possible à mettre en œuvre dans l'environnement qui est celui du Cameroun? Alors d'abord, Edwy Plenel, c'est une grosse pointure. Vous savez, vous connaissez son passage au Monde. Absolument. Une des figures consacrées du journalisme d'investigation à la française, qui a donc capitalisé cette expérience pour créer avec d'autres Mediapart, c'est-à-dire y compris des anciens du journal Le Monde. Il ne part pas de rien. C'est un capital symbolique extraordinaire. Il faut donc disposer de ce type de capital à la fin. Mais en même temps, l'environnement n'est pas le même. Vous venez de me dire tout à l'heure que le numérique était une espèce de, peut-être pas une panacée, mais enfin, faisait partie des mœurs dans nos vies. Oui, alors en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ambitionnons, nous, de parier sur le capital symbolique qui est le nôtre, y compris de ceux qui accompagnent ce projet. Ce sont des intellectuels assez bien connus, pour ne pas dire reconnus. Ce sont aussi des journalistes de très grand talent et de très grande rigueur. Nous espérons utiliser ce capital et en faire le point de départ de ce journalisme que nous appelons de nos jours. Alors, Valentin Zinga, le rôle de la presse est essentiel dans une démocratie. Il n'y a pas de démocratie véritable sans une presse de qualité, sans une presse libre. Au regard de la situation politique qui est celle du Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler de la défaite du journalisme? Non, alors il faut rentrer quelques années en arrière. Vous savez, pendant longtemps, on a eu l'impression que les acteurs médiatiques ici s'étaient substitués aux acteurs politiques, essoufflés, fatigués, parfois aussi reconvertis ou recyclés, si ce n'est domestiqués. Voilà, à un moment donné, donc, c'est les journalistes, à travers les postures oppositionnelles, voire propositionnelles, qui étaient les leurs. Ce sont ces journalistes-là qui, à un moment ou à un autre, ont tenu la dragée haute à toutes sortes de dérives. Il n'y aurait pas eu l'opération Épervier, par exemple, n'aurait pas eu l'écho qu'elle a eu s'il n'y avait pas cette presse-là. Les avancées sur le plan des réformes du socle éditorial, du socle électoral, qui à partir duquel les élections se tiennent depuis un certain moment, au moins depuis
les revendications pour une CENI, pour une Sénat, et puis par la suite pour le Sénat, n'aurait pas eu ça. Et je pense qu'il y a eu, de la part de cette presse-là, une forme de posture citoyenne. Elle a fini par être une espèce de gatekeeper, finalement, de notre système. Donc oui, mais je parle de la bonne presse. Oui. Je ne parle pas des objets médiatiques non identifiés que j'évoquais tout à l'heure. Donc chacun voit bien qu'ils sont essentiellement mus par des intérêts alimentaires. Donc oui, cette presse, on ne peut pas lui faire de projet. Si vous allez dans la durée, y compris les avancées vers les libertés, souvenez-vous de Pius Ndiaye, paix à son âme, et de tout le combat qu'il a incarné, qu'il a mené avec d'autres, c'est Tchunke, Benjamin Zebazé et quelques autres encore, Padimbawa, pour ce qui est de postes, etc. Je pense que oui, la presse, la bonne presse, a essayé de se positionner comme une sentinelle de notre démocratie. Oui. Sans laquelle, je pense que le dévoiement qu'on constate, qu'on a constaté à un moment donné, aurait pu être plus catastrophique. Oui. Alors, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a demandé aux patrons des médias électroniques diffusant au Cameroun, émettant au Cameroun, de passer dans ces services toutes affaires cessantes pour déposer leur dossier administratif. Eh bien, une telle injonction serait tout à fait ordinaire si cela n'avait pas été fait dans le sillage d'un mouvement annoncé par des partis politiques de l'opposition. Du coup, des gens y voient une forme de chantage vis-à-vis des médias électroniques émettant au Cameroun. Quel est votre avis sur cette question? C'est une simple coïncidence ou alors il y a une volonté de caporaliser ces médias électroniques? Non, de manière générale, la vie politique n'est pas faite de coïncidences. Oui. Elle est structurée, elle est construite. Elle est construite par les acteurs. Elle est construite par des acteurs qui ont des agendas. Elle est construite par des acteurs qui intègrent des agendas collectifs, etc., etc., etc. Donc, non, ça ne peut pas être une coïncidence, naturellement. Maintenant, il y a la forme et le fond. Je pense qu'il manque une forme d'élégance républicaine à ce type de démarche. Oui. Je crois qu'on aurait pu appeler ces promoteurs-là à des réunions, à des prises de conscience. De manière à ce qu'on ne soit pas dans des situations qui rappellent une forme de chantage administratif. Oui. Et ce serait le comble. Mais en même temps, oui, ça c'est le ministre de l'administration territoriale. Mais qu'est-ce que ça signale, Jean-Bruno? Ça montre que nous avons des problèmes de régulation et d'autorégulation. Parce que si ces deux processus de régulation et d'autorégulation avaient fonctionné de manière optimale, il ne se reviendrait plus au ministère de la Communication d'en arriver à ce type de prévention. C'est une démarche essentiellement, comment dirais-je, à peu près préventive, mais en même temps, c'est à nous. Qui aurait dû assortir de la responsabilité du Conseil national de la communication, par exemple, ou alors du syndicat des journalistes. Non, mais le syndicat, encore, on peut le prendre autrement, mais la commission de délivrance de la carte de presse, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle? Où est-ce qu'elle en est? Est-ce que nous nous sommes interrogés? Pourquoi a-t-on transformé cette commission et le Conseil national de la communication en des espèces de gadgets institutionnels? C'est là la question. Si ces deux-là, les deux institutions chargées, l'une de l'autorégulation, l'autre de la régulation, avaient eu des coups de franche, avaient eu des pouvoirs précis, je ne vous apprends rien, vous savez que le Conseil national de la communication, dont vous avez été membre par ailleurs, n'a absolument pas de moyens de voie coercitive pour avancer. D'ailleurs, il a été humilié par quelques acteurs délinquants ici, devant les tribunaux, sans que ça n'émeute pas grand monde. Je vous propose, Valentin Zinga, de prendre une petite pause et nous revenons juste derrière pour évoquer cette fois la situation politique au Cameroun. Je vous en prie. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution.
The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde ? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau avec notre invité Valentin Zinga. Il est journaliste et désormais directeur de publication de Ligne d'Horizon. Avec lui, nous avons évoqué la situation de la presse camerounaise en première partie de cette émission. Nous allons, si vous le voulez bien, Valentin Zinga, aborder un peu le dur de cette émission pour évoquer la situation politique du Cameroun. Commençons par cette actualité, c'est cette marche annoncée par le MRC et à laquelle un certain nombre d'acteurs politiques ont adhéré. Quelle est votre analyse de ce mouvement, de cette marche qui est projetée par le MRC le 22 septembre 2020 pour demander le départ du président Paul Biya? Alors il y aurait tant de choses à dire. Oui. D'abord, il faut constater qu'il y a une consolidation d'une démarche politique qui a été inaugurée au lendemain de l'élection d'octobre 2018 oui. De la part du MRC. Consolidation dans le temps, mais permanence et cohérence dans la stratégie. C'est une stratégie qui à la fois assure la visibilité politique du MRC, c'est une stratégie qui assure également à ce MRC là une espèce d'existence politique. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas perdre de vue que le MRC joue aussi là un ensemble de tests pour sa propre viabilité et pour sa propre fiabilité. Absolument. Et donc, du coup, l'idée, c'est est-ce que le rapport de force se joue nécessairement au nombre, c'est-à-dire à l'ensemble des personnes qui pourraient être rassemblées? Est-ce que le rapport de force se joue autour des idéaux de paix et de progrès ou de vivre ensemble, etc., etc. Il y a là un ensemble d'enjeux que chaque parti politique ou que chaque parti de ce point de vue-là adresse à sa manière. Donc oui, il n'est pas interdit, me semble-t-il, pour un parti politique d'exister, d'assurer son existence, y compris sur la durée, à travers ce type de manifestation, et de finalement, comme je le disais tout à l'heure, de considérer que ce pourrait être un test de fiabilité. N'oubliez jamais que nous sortons, cette marche arrive quelque temps, et je l'ai dit tout à l'heure, après l'élection présidentielle, dont le résultat n'a jamais fait véritablement l'unanimité. Oui. N'oubliez jamais que chacun des camps revendique une victoire à cette élection présidentielle et que le moindre test, le moindre indicateur susceptible de montrer que le peuple peut suivre un mot d'ordre peut finalement devenir un lieu de lecture, un critère de lecture du rapport de force politique. Donc oui, c'est ça, mais en même temps, on voit très bien que le pouvoir ne laissera pas. Ça fait partie du jeu politique. Oui. La question est jusqu'où iraient les uns et les autres et pourquoi en arrive-t-on à cette espèce de tension palpable, comme on le voit dans les rues de nos villes, et comment on arrive aussi à mettre en jeu un des traits caractéristiques du système, du régime, c'est-à-dire la mobilisation d'une armada de fonctionnaires, d'une armada de personnel politique venu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ailleurs, le fameux G20. Oui. C'est-à-dire, au fond, comment en arrive-t-on à
mettre sur la scène, à mettre au devant de la scène ces pratiques politiques qui n'honorent absolument pas, mais alors absolument pas Quelles notre pratiques pays. politiques? Des pratiques politiques qui consistent, par exemple, à mobiliser des gens dont on voit bien que l'ambition ou alors la situation familique est réelle. Que pèse le G20? Le fameux G20, qu'est-ce qu'il pèse, Jean-Bruno Taille? Il ne pèse pas grand-chose. Mais c'est un allié symbolique, c'est un allié qu'on enrégimente, c'est un allié qu'on mobilise à chaque fois qu'il s'agit de consolider les thèses ou les hypothèses défendues par le système. Ça aussi, il faut le voir. Maintenant, en face, bien entendu, nous voyons très bien que tout en gardant sa ligne de revendication depuis cette élection d'octobre 2018, oui. Nous voyons très bien également que on peut trouver un certain nombre de facteurs qui sont constants de la part de la stratégie du MRC, oui. Qui est à la fois de mobiliser par les réseaux sociaux, on paie l'usage des réseaux sociaux, j'ai failli dire un surusage des réseaux sociaux, mais également une mobilisation des acteurs externes à la scène politique camerounaise, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Là, ça va se jouer, on va essayer de voir lequel des deux camps est véritablement en voie et en droit d'asseoir cette lutte à travers la revendication d'une forme de légitimité, alors que la légalité elle-même est querellée. Alors, le gouvernement, depuis l'annonce de cette marche du 22 septembre 2020, est vent debout contre le MRC. D'un côté, le MRC parle d'une marche pacifique, et le gouvernement parle d'un appel à l'insurrection et automatiquement a interdit ces manifestations-là. Comment voyez-vous l'attitude du gouvernement vis-à-vis de cet appel du MRC, le gouvernement et le RDPC, le parti au pouvoir? Je n'en suis guère surpris. Oui. Je viens de vous dire que c'est un trait qui est caractéristique du fonctionnement du système en place. Depuis 90, vous le savez, 90, 91, 92, etc., vous savez très bien que la mobilisation ou la sollicitation des dispositions légales sont deux facteurs à géométrie variable. Vous avez connu des périodes ici où, quand on était de l'opposition, on tombait sous le coup de la déclaration, voire de l'autorisation, alors que nous étions passés au régime de la déclaration. Oui. Et dans le même temps, on interdisait à ceux qui n'étaient pas au pouvoir de manifester dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Il y a là un travail qui consiste à mobiliser la loi et sans doute à l'interpréter, c'est-à-dire donc à l'apprivoiser, à la mettre en capture au service des enjeux qui sont des enjeux conjoncturels. Alors, on va revenir un tout petit peu à notre profession. Je disais tout à l'heure que le gouvernement était vent debout contre cette manifestation et le gouvernement peut compter sur le renfort de la CRTV qui a été mobilisée, les médias publics, la CRTV en tête contre cette manifestation. Alors, vous qui regardez également le traitement de l'information par les différents médias, quelle est la lecture que vous faites du traitement de cette actualité spécifique par le service public, nos confrères du service public? Alors, je ne jette la pierre sur personne, naturellement. Mais si on est un petit peu documenté, on peut relire l'ULTCR. Oui. L'ULTCR a développé le concept d'appareil idéologique de l'État. La CRTV fait partie des appareils idéologiques de l'État. Que sa résonance, s'il en faut, rempart, s'il le faut, tam-tam, semble-t-il, s'il le faut aussi. Donc, oui, les médias d'État sont... Dans le cas d'espèce, c'est comme ça a toujours été le cas. Est-ce que ce n'est pas contraire à la dévotion même du service public de l'information? Mais il n'y a pas que la CRTV qui s'adonne au service public de l'information. C'est des médias à capitaux publics, mais le service public de l'information n'est pas l'apanage de la CRTV. C'est le rôle de tous les médias de concourir à l'expression publique. C'est de ça qu'il s'agit. On peut être un peu plus exigeant envers la CRTV qui bénéficie quand même de l'impôt des Camerounais. Oui, ça j'ai entendu ça. Oui. Mais en même temps, face à la CRTV, il y a aussi des chaînes de télévision qui sont bien connues, qui sont, on va dire, un peu embarquées pour le compte du MRC. Oui. Est-ce que la CRTV et ces autres chaînes, ces autres médias-là sont dans leur rôle? Sans doute, s'il s'agit des faits, sans doute, s'il s'agit des prises de position claires, du point de vue citoyen, sans doute aussi si chacun peut faire preuve de clairvoyance et d'honnêteté vis-à-vis de ses publics. La question est là. On ne peut pas tout voir en termes de la CRTV qui serait pour l'État. C'est même une espèce de tautologie. La CRTV, par essence, est là pour cela. Il y a de la documentation là-dessus, y compris
développé par certains de ses agents. Mais en face aussi, ne perdons pas de vue qu'il y a aussi des médias à capitaux privés qui sont raisonnablement et qui sont résolument des soutiens, qui sont des soutiens du MRC, ou en tout cas des idées que porte le MRC. Alors, le MRC et le SDF ont décidé de ne pas aller aux élections, les premières élections régionales au Cameroun qui auront lieu le 6 décembre prochain. Le président de la République a convoqué le corps électoral et les deux raisons principales évoquées par ces deux partis politiques, c'est la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et également le code électoral qui ne serait pas de nature à garantir une qualité irréprochable des élections au Cameroun. Alors je souhaiterais qu'on s'apaisante sur la question du code électoral. Vous avez énormément écrit sur cette question pendant vos années de journaliste politique. Comment est-ce que les deux partis politiques sont fondés à mettre en avant la qualité des élections aujourd'hui? Bon, d'abord, rien n'interdit à ces partis politiques de construire leur argumentaire politique. Oui. C'est un argumentaire, on va dire, qui est cohérent, qui met un peu en cohérence leurs repères idéologiques et même leur trajectoire politique. Oui. La question n'est pas là. La question est en quoi le code électoral, pour ce qui est de ces élections-ci, peut faire sens en tant que barrière à ces élections-là, en tant que repère disqualifiant la sincérité des scrutins. Mais, Jean-Bruno, les collèges électoraux sont occupés par qui? Le RDPC en majorité. En majorité, d'une part. D'autre part, rien n'interdit aux partis ne disposant ni de conseillers municipaux, ne disposant pas de conseillers municipaux, de se présenter à ces élections. Absolument pas. Ouais. Mais le jeu à la base est tel que nous savons la loi des reins qu'on baptise par un euphémisme qu'on considère comme la discipline du parti. Nous savons ce qu'elle est capable de faire, de produire, et donc nous sommes capables d'anticiper sur ce que seront les résultats de ces élections régionales. Je pense très honnêtement que l'argument qui consiste à critiquer la loi électorale, le cadre législatif qui gouverne les élections ici, n'est pas nouveau. C'est un argument qui a été utilisé en 1992 par certains partis politiques du SDF, mais c'est un argument qui a été mobilisé encore en 1997 pour la présidentielle, avec en tête de file l'UNDP, puis il y avait l'UDC et le SDF. No elections without good laws. C'était ce qu'on disait. Mais au fond, ceux qui n'avaient pas suivi, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris par exemple que, l'UNDP n'avait pas les moyens de faire campagne. Deux, que l'UNDP avait amorcé une démarche pour rentrer dans le giron du RDPC. C'est ce qui s'est passé en novembre 1997 par la signature de cet accord d'alliance, cette alliance politique, et en décembre 1997 par l'entrée au pouvoir. Donc il ne faut pas tout résoudre, tout résumer à ce qui est l'argumentaire proposé, à ce qui est l'argumentaire spectaculaire. La question est toujours d'aller au-delà de ces argumentaires-là. Quel est l'enjeu? Est-ce que l'enjeu c'est d'exister? Est-ce que l'enjeu c'est de pousser le pouvoir à un rapport de force permanent? Est-ce que l'enjeu c'est de considérer chaque échéance politique comme une nouvelle échéance de bataille, de confrontation et d'affrontement? La question est là-bas. C'est de mon point de vue ce qu'il y a lieu de dire. Alors en 2004, Valentin Zinga, octobre 2004 pour être plus précis, vous avez publié un éditorial fameux intitulé « La mal-démocratie ». Et dans ce texte, vous disiez, je vous cite, je rappelle cet éditorial à votre mémoire, alors je vous cite, « Dans cette ambiance de triomphalisme généralisé où les gouvernants savent d'avance non seulement que leur candidat est d'ores et déjà vainqueur, mais en plus quel score il fera, le jeu vaut-il la chandelle ?» Alors ce texte, vous l'avez publié il y a 16 ans. 16 ans plus tard, je vous repose la question, le jeu électoral au Cameroun vaut-il la chandelle? Dans les conditions actuelles, je crains que non. Le jour où nous parviendrons, où les acteurs politiques camerounais parviendront à co-construire et à coproduire une grammaire des règles électorales qui admettent ou qui préviennent tout conflit, qui assèillent la légitimité et la légalité des élus et consacrent la faillite de ceux qui n'auront pas pu être élus, alors nous aurons fait un grand pas. Or, à quoi assistons-nous? Nous assistons
un processus un petit peu chaotique, Oui. où il y a du tout administratif au moins administratif, mais enfin à l'administratif tout aussi qui agit en adjuvant de ce qui est censé être un arbitre impartial. Non, nous avons un problème. Nous avons un problème. Dans ce pays, nous aurions pu, me semble-t-il, asseoir cette grammaire consensuellement, en réfléchissant à des formules qu'on a vues ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la Commission électorale nationale indépendante ailleurs dans certains pays? Oui. Des gens ont assumé leurs identités et leurs filiations partisanes. En quoi faisant? En disant, voici le quota de ceux qui viendront de la part du pouvoir, Oui. voici le quota de ceux qui viendront de la part des partis d'opposition, et voici le quota de ceux qui revendiqueront leur appartenance à la société civile. Une fois qu'on Cela a est été expérimenté d'accord, dans certains pays africains. Oui. et nous y voilà, une fois qu'on est d'accord là-dessus, et que nous ne jouons pas à cache-cache avec nos identités partisanes qui causent problème, avec des gens qui sont nommés avant de démissionner ou avant d'être démis de leur Et fonction, parfois ne s'embarrassent et même pas parfois de ils démission. s'embarrassent pas. Nous avons vu le même cas auprès d'un organe comme le Conseil constitutionnel. Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut adresser et avec lesquelles il faut cesser de jouer. Si on ne les adresse pas en amont, eh bien nous n'aurons absolument jamais la sincérité des scrutins que nous appelons de nos voeux. Alors aujourd'hui, Valentin Zinga, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une certaine crispation de la scène politique camerounaise, du moins depuis la présidentielle de 2018, dont les résultats sont toujours contestés par le MRC. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait décrisper un peu cette scène politique-là et qui suscite quelques inquiétudes de la part des citoyens? Il me semble qu'il y a une demande itérative de dialogue. Cette demande, elle est formulée par divers acteurs ou divers profils, que ce soit des acteurs politiques camerounais ou que ce soit des acteurs relevant de la sphère de la diplomatie et notamment des représentants de certains pays au Cameroun. Donc il y a un besoin, il faut adresser ce besoin. Vous me rétorquerez que le grand dialogue national a eu lieu. Et je vous redirai, mais dans quelles conditions, selon quel timing et avec quelle charge de contraintes et de coercition pour la mise en œuvre des résolutions. Voyez-vous, ce que nous avons connu lors de la tripartite de 91 continue de hanter aujourd'hui les développements que nous évoquons aujourd'hui. Si, au sortir de la tripartite, il y avait eu un agenda précis, clair, contraignant, coercitif pour tous, je ne suis pas sûr qu'on aurait attendu beaucoup de temps pour arriver à un arbitre électoral auquel on est parvenu en 2004, 2002, puis 2004 finalement, comme il est comme. Voilà le problème, le fond du problème. C'est comment les uns et les autres s'informent-ils de la demande sociale, de la demande politique conjoncturelle pour en faire des éléments d'un vrai vivre ensemble politique. C'est là la question. Donc du coup, oui, je considère qu'au bout du compte, cette demande-là est encore d'actualité. Et d'ailleurs, sinon, elle ne serait pas formulée. La question est en face, est-ce qu'on sait écouter cette demande-là? Est-ce qu'on sait lui faire droit? Et si on sait lui faire droit, est-ce qu'on sait mettre en œuvre les résolutions qui seraient sorties de ce challenge-là et de ce dialogue? La question est donc là. Qui est prêt à ce dialogue? Qui entend d'ailleurs la demande politique, voire sociale de ce dialogue? C'est peut-être là aussi un de nos défis aujourd'hui, qui consiste à dire que les uns et les autres, enfin, je veux dire ceux qui détiennent la légitimité, elle est construite comme on peut le voir, comment faire en sorte de faire droit à la différence. Alors, est-ce que finalement la figure du président Paul Biya ne cristallise pas toutes sortes de défiance et même de colère? Il a quand même 87 ans, dont 38 passés au pouvoir. La figure du président Paul Biya ne contribue-t-elle pas aujourd'hui à crisper un peu la scène politique camerounaise? Alors, on peut répondre à cette question de deux manières. On peut se souvenir que depuis de nombreuses années, l'agence de notation Standard & Poor's, que vous connaissez très bien et qui note le Cameroun, a réussi de manière itérative à signaler les incertitudes autour de la succession du président Biya comme source de difficultés, comme source d'incertitude. Ça, on peut le dire aussi, ça existe. Mais si vous voulez, d'un autre côté, mais ce n'est pas l'âge du capitaine qui fait problème, c'est le style du management. Si vous avez 90 ans
et que vous savez que vous avez promis un médiateur de la République, comme ça a été le cas depuis 1999 au Cameroun, que vous ne l'avez pas. Un ombudsman. Un ombudsman, mais plus encore, le PNG, le Programme national de gouvernance du Cameroun, avait prévu un médiateur de la République. 1999 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas. Quelles en sont les conséquences? C'est que tous les problèmes, toutes les difficultés, tous les soucis sont obligés de remonter à des sphères gouvernementales qui devraient être occupées à faire autre chose. Et finalement au président de la République. Finalement au président de la République qui lui-même s'est imposé comme une espèce de totem. Oui. Et vous parlez de lui comme d'un démiurge dans une chronique que vous avez publiée il y a 10 ans de cela. C'est exact. Il est à la citant fois... également Fabien Boussi-Boulaga qui parle d'un thaumaturge carrément. Exactement. Ouais. Donc oui, mais il continue d'être un démiurge. Connaissez-vous un seul ministre au Cameroun qui ait achevé un discours, aussi bref soit-il, sans en référer au président de la République? Il faut vraiment chercher pour en trouver un. Alors, c'est un indicateur et c'est quelque chose de très grave. Nous sommes dans une situation où les gens ont été politiquement émasculés au point de n'exister qu'en référence au président de la République. Est-il lui-même, comment dirais-je, s'en réjouit-il? Il faut se poser la question. Donc c'est un vrai problème. Mais en même temps, est-ce que les gens dans ce pays ont le sentiment qu'ils ont besoin de s'émanciper de cette espèce de tutelle qui parfois est pesante, qui parfois est même le siège d'une forme de dynamique inertielle, pour reprendre un oxymore du professeur Alain Didier-Odinga, etc., etc. Peut-être que c'est là nos vrais problèmes. Est-ce que les gens veulent s'affranchir ou est-ce que les gens veulent continuer, moyennant une forme de larbinisme rampant vis-à-vis du chef, à continuer d'exister politiquement? Alors, Paul Biya entrera-t-il dans l'histoire comme il le souhaitait, c'est-à-dire comme étant celui qui a amené la démocratie et la prospérité à son pays, à votre avis? Je ne sais pas quel est le niveau de responsabilité qu'on peut attribuer au président Paul Biya pour ce qui est de l'avènement de la démocratie, ou en tout cas du pluralisme, du retour au pluralisme au Cameroun et de la prospérité. Ce qui est sûr, c'est que nous remarquerons au moins la coïncidence entre son passage aux affaires et le retour au multipartisme. La question de qui est à l'origine de ce multipartisme, vous savez que c'est une question qui a divisé aussi bien la classe intellectuelle que la classe politique. Oui. Quelle est la part des dynamiques endogènes menées par le président de la République, une fois arrivé, et quelle est la part des dynamiques exogènes, notamment peut-être à une géopolitique globale. Une géopolitique depuis 1989, chute du mur du Berlin, vous avez également le discours de la boule de Mitterrand, etc. Je pense que c'est à la conjonction des deux, pour ce qui me concerne. Je pense que s'il n'y avait pas ici des acteurs politiques courageux, hargneux, déterminés, prêts à faire changer le rapport des forces politiques, on aurait pu avoir le discours de la boule conditionnant l'aide économique à l'ouverture démocratique. Il n'est pas sûr que ce discours-là aurait suffi à faire changer la trajectoire ou à commettre une inflexion sur la trajectoire politique du Cameroun. Maintenant, pour la prospérité, je vous donne juste un indicateur. Les dernières informations que j'ai font état de ce que le Cameroun, en 2020, va afficher un taux de croissance de moins 3,5%. Je ne dis pas que la croissance sera en retrait de 3,5%. Je dis que le taux de croissance sera négatif, c'est-à-dire que le Cameroun aura perdu 6 000 milliards en 2020. On pourrait vous dire que... Ça peut être un indicateur. En même temps, et c'est le dernier indicateur que je vous donnerai, depuis des années, depuis au moins 2007, l'Institut national de statistique situe à peu près 39% le taux de pauvreté monétaire au Cameroun. Croyez-vous que nous soyons là dans une situation que beaucoup nous envieraient? J'en doute. C'est votre point de vue. On en reste là, Valentin Zinga. Juste le temps de vous présenter, chers téléspectateurs, la bibliographie de cette émission. On va commencer par cet ouvrage de Géraldine Mühlmann, Du journalisme en démocratie, un ouvrage qui parle du rôle de la presse, du rôle des journalistes dans une démocratie, je n'en dirai pas davantage. Et cet auteur que vous connaissez très bien, nous en avons parlé tout à l'heure, Laval
valeurs de l'information. Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, cofondateur de Mediapart, et aujourd'hui il a créé ce journal il y a un peu plus de 10 ans déjà, un journal totalement en ligne et qui assume d'être payé. 2008. Mais, voilà, 2008. Voilà, et aujourd'hui le journal économiquement se porte bien, ce qui est extraordinaire parce qu'il est totalement, radicalement même indépendant des pouvoirs politiques et également des pouvoirs économiques. C'est un exemple qui pourrait en inspirer plus d'un. Voilà. Donc nous. Voilà. Alors, il y a cet ouvrage de Alexis Thioyap, Autoritarisme, presse et violence au Cameroun. Alexis Thioyap, qui est camerounais, il est enseignant d'université au Canada. Vous le connaissez très bien. L'université de Toronto. Voilà, parce qu'il a préfacé un de vos ouvrages, Alexis Thioyap, Autoritarisme, presse et violence au Cameroun. Il y a cet ouvrage, Valentin Zinga, c'est un ouvrage qui était très très attendu. Heureusement, vous l'avez fait. Cameroun, chronique d'une démocratie assistée. Et c'est d'une étonnante actualité, Valentin Zinga, cet ouvrage. Je l'ai relu quand je préparais cette émission. Vous avez évoqué tous les sujets qui aujourd'hui agitent la scène politique camerounaise, que ce soit la qualité des élections, l'âge même du capitaine dont vous parlez tout à l'heure, l'inertie, bref, tous les sujets ont été chroniqués dans cet ouvrage et une fois de plus, bravo. On disait de lui qu'il était aride dans le style, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ah non, moi j'ai trouvé le style plutôt très très alerte. Hein. Et enfin, cet ouvrage, on parlait des élections régionales au Cameroun qui vont parachever le processus de décentralisation au Cameroun. Il y a ce gros livre, Cameroun, la décentralisation en marche. L'auteur, c'est Barthélemy Comme Tuente. Il a une trajectoire assez extraordinaire parce qu'il est ingénieur du génie civil. Il a été conseiller municipal et également cadre à la communauté urbaine de Douala. Donc, une des ressources pertinentes pour la presse de ces dernières années sur la question de la décentralisation. Absolument. Et je vous le confirme, c'est un ouvrage qui est extrêmement riche. Donc, Cameroun, la décentralisation en marche, vous pourrez trouver dans les librairies, les bonnes librairies, s'il y en a encore au Cameroun. Préface signée René Emmanuel Sadi quand il était encore ministre de l'administration territoriale. Alors, Valentin Zinga, vous allez nous présenter les livres, les derniers que vous avez pas les derniers, mais vous m'avez parlé de livres de chevet. Je vous ai demandé d'apporter 2-3 livres de chevet. Si l'on accepte la Bible, parce qu'elle est permanente. Non, je vous souhaite de visiter ou de revisiter, pour le cas où vous ne l'auriez pas encore fait, ce livre de Dominique Jamais, Carte de presse. C'est un vrai témoignage de son itinéraire. Il a travaillé pour l'Aurore, il a travaillé pour le Figaro littéraire. Alors il signe dans une collection qui s'appelle Lettres à ma fille, qui consiste à donner des ficelles du métier, à explorer les voies, la manière dont on peut se situer dans ce métier. Il est exquis, je continue de lire, de le relire. Merci. Et puis bien entendu, je vais malheureusement je vais faire un torse à votre règle. J'avais pas pu choisir entre ces deux Plenel que vous connaissez très bien. Celui-ci, vous l'avez présenté tout à l'heure. La valeur de l'information déjà, très bien, mais qui avait déjà été précédé par le droit de savoir. Et en tout cas, c'est les mêmes problématiques. C'est un hymne saisissant à un journalisme de qualité comme un des fondements de l'état de droit et donc une des valeurs de la démocratie. Valentin Zinga, merci monsieur. C'est moi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Autant le dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission. En attendant, continuez à vous abonner sur toutes nos plateformes dont les adresses s'affichent au bas de votre petit écran. À bientôt. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade,
By us for Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde ? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée.